y a quelques raccourcis aujourd'hui que l'on prend ou quelques libertés qui méritent d'être remises un peu à leur place, ou en tout cas là aussi retrouvons un peu de bon sens autour de cette hystérie que moi je vis au quotidien sur la météorologie et notamment sur tous les événements climatiques qui arrivent en ce moment. Alors on va déjà aborder une première notion qui est très importante pour moi et qui parfois peut déjà répondre à certaines questions sur j'allais dire le mur de la connaissance qui s'arrête assez vite en météorologie, en matière de prévision ou même d'idées. Tout simplement parce que la météorologie est une science très très jeune par rapport à l'histoire de la Terre. Vous avez là quelques grandes dates, le Big Bang en tout cas était même au-delà de ça, mais il y a 4,5 milliards d'années, c'est le moment où la Terre s'est constituée à peu près comme elle est aujourd'hui. La Terre telle qu'on la voit avec la dérive des continents, vous savez qu'au départ il n'y avait qu'un seul continent sur notre planète, et puis petit à petit il y a eu cette séparation. Aujourd'hui encore, on s'écarte de quelques centimètres par an de nos amis américains, donc ça bouge, mais en tout cas la forme des continents telle qu'elle se présente à peu près aujourd'hui, c'est quelques millions d'années, puis ça va continuer à évoluer. On a aujourd'hui besoin de traverser la Méditerranée pour passer d'Afrique en Europe. Je peux vous dire que dans quelques millions d'années, la Méditerranée n'existera plus. Le continent africain aura rejoint la France et une bonne partie de l'Europe. Bon voilà, on se rapproche, ça vous donne un petit peu l'échelle du temps de la planète, de sa respiration et notamment de sa météorologie. Donc on a effectivement quelques carottages, on l'a vu, et des études de sédiments pour connaître un peu l'évolution du temps. On vous a présenté une courbe, tout à l'heure c'était Jean-Louis Etienne qui le faisait, montrant un peu ces variations climatiques qui ont toujours existé de manière assez naturelle. Et on en a quelques éléments avec tout de même une petite remarque. Si aujourd'hui on devait, dans quelques centaines de milliers d'années, faire l'état du ciel et du temps que l'on a aujourd'hui sur la planète, vous voyez que ce n'est pas par quelques carottages qu'on aurait une vision précise du temps qu'il fait en ce moment. Donc ça montre aussi les limites de ces études-là. Elles le font sur un aspect climatologique, sur un aspect de l'état de l'atmosphère à cette époque-là, avec ses concentrations dans certaines particules, mais pas sur tout. Donc tout ça a ses limites. Et puis si on veut avoir quelques estimations du temps qu'il faisait, il faut remonter à peu près à l'ère chrétienne, où on commence à avoir des témoignages réguliers sur le temps qu'il a fait, sur les conséquences. Mais là encore, toujours pas de relevés scientifiques. Les relevés scientifiques, regardez, ils datent de 1870, donc ça c'est très jeune, où on commence, quand on parle de vrais relevés scientifiques, c'est-à-dire des relevés qui sont faits par des mesures régulières qui nous permettent de faire des statistiques, donc de faire des comparaisons, et surtout de mesurer ces températures dans des conditions identiques. Sinon, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, aujourd'hui encore, dans les discussions qu'il y a entre les climatologues, il y a cet aspect de quelle température de référence on prend, parce qu'évidemment, ces températures ont pu fluctuer d'année en année par rapport à la façon dont on les relevait. Alors aujourd'hui, il y a un protocole qui a été développé par l'OMM, il y a des petits abris, vous avez peut-être déjà vu, situés à 2 mètres, sur un sol engazonné, qui s'ouvre vers le nord pour que vraiment on soit sûr que la température soit relevée à peu près dans les mêmes conditions. C'est vrai aussi pour l'humidité, pour le vent, où on essaie d'utiliser des capteurs qui soient comparables. Mais avec rien que là, c'est déjà très très compliqué, puisqu'évidemment, il faut le faire à l'échelle de la Terre et que tous les matériels utilisés par les différents pays soient comparables. Et bien les premiers relevés en France, ça se passait au parc Montsouris à Paris, où on a pu commencer une série de mesures. Vous voyez que c'est 1870, c'est un peu plus de 150 ans. Donc c'est tout jeune par rapport à l'histoire de la planète. Donc forcément, il faudra attendre encore quelques siècles pour que ces séries de mesures commencent à nous donner des conclusions, ou en tout cas des statistiques qui soient réellement utilisables. Et puis si on regarde les images satellites qu'on vous présente tous les soirs comme quelque chose d'habituel, c'est 1961. Ça veut dire qu'avant ça, on n'avait aucune idée de ce qui se passait sur les océans, aucune idée de ce qui se passait sur les glaces, puisqu'on avait quelques lignes de bateaux, mais sur les pôles par exemple, hormis quelques expéditions, les toutes premières, on n'avait aucune idée de ce qui se passait. Donc là encore, très très peu de recul. Et sur l'activité solaire, dont aujourd'hui c'est un des débats sur quelle influence ou pas sur le climat, eh bien ça c'est à peine une trentaine d'années. Avant on n'avait aucune idée, en tout cas on ne faisait pas de relevé régulier de l'activité solaire. Vous voyez comme cette science est vraiment très très jeune. Première notion à retenir. Une autre également, on a tendance aujourd'hui à me dire, dis donc Louis, ce qui se passe quand même là, on n'a jamais eu de telles conséquences. Ça c'est totalement faux. Ça alors là pour le coup, je veux pas être d'un seul coup trop rassurant non plus. Je vous montrerai que le réchauffement est bien là, mais sur les conséquences des événements climatiques sur Terre, il y en a toujours eu. Et il y en a même eu dans le passé qui ont pu être, vous voyez, je n'ai pas besoin d'aller très loin, ma liste n'est pas exhaustive, et avec ça se traduisait par
des centaines, voire des milliers de morts, hein, des pluies torrentielles dans le sud-ouest, comme on en connaît régulièrement dans ce qu'on appelle les épisodes méditerranéens ou du sud. Vous voyez que ça a toujours existé et qu'évidemment, comme on n'était pas prévenu à l'époque, on s'en préservait un peu moins, les conséquences étaient immédiates avec des milliers de victimes. On peut remonter un peu plus dans le temps. Donc attention là aussi, hein, des raccourcis où aujourd'hui c'est le changement climatique, ça y est, on a tout détraqué, c'est la fin du monde. Non, non, hein, il y a toujours eu des événements majeurs et à l'échelle du monde. Voilà quelques exemples également des conséquences dramatiques qu'ont pu avoir des canicules. Hein, vous voyez que ça existait déjà en Australie, ou des sécheresses en Inde, ou même des inondations en Chine. Hein, je crois que c'est probablement au XXe siècle ce qu'il y a eu de plus dramatique, hein, plus de 4 millions de victimes dues à des inondations majeures, encore une fois en Chine, bon, avec déjà une population qui était importante, mais ça laisse tout de même, vous voyez, ça permet en tout cas de relativiser un peu les conséquences des événements climatiques aujourd'hui sur Terre. Hein. Ça a toujours été le cas. Alors là aussi, j'ai repris cette phrase-là parce que j'entends ça régulièrement. Hein. Quand même, oui, moi je me rappelle quand j'étais petit, hein, il y avait des saisons, il y avait des étés, il y avait des automnes, il y avait des printemps. Hein, c'est exactement ce qu'on voit dans cette phrase, hein, avec des inquiétudes sur le temps qui se dérègle. Regardez de quand date cette réflexion, hein, c'est de 1821. Donc c'est pas d'aujourd'hui non plus qu'on a l'impression que le temps n'est pas régulier et qu'il change. Bon, voilà, hein, c'est pour remettre un peu les choses en perspective et qu'on ne soit pas dans cette espèce de panique là que je ressens. J'ose utiliser ce mot-là parce que voilà, le fait d'être un petit peu connu, je centralise parfois un peu les angoisses et les inquiétudes et que très souvent ça revient. En disant mais ça y est là, c'est la fin, non. Hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, attention, hein, on va aussi aborder cet aspect-là. D'ailleurs, regardez, c'est une courbe de l'évolution de la température dans notre pays depuis 5 siècles. Alors vous allez me dire, bah oui, mais les relevés scientifiques, il n'y a que 150 ans. Donc vous voyez le travail titanesque qui a été fait par Emmanuel Garnier, qui est un des rapporteurs du GIEC, hein, qui est un des chercheurs historiens du GIEC, qui a fait un travail colossal pour essayer de reconstituer à peu près correctement et de manière à peu près fiable la température. Il a utilisé pour cela des témoignages, notamment des religieux, hein, qui souvent restaient dans les mêmes lieux et témoignaient de l'évolution du temps en disant ce matin il a gelé, ce matin tiens les plantes se sont comportées comme ça, j'ai vu du brouillard et autres. Et il a fait ce travail minutieux pour essayer de reconstituer cette courbe, alors qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions, mais qui montre bien quand même la variabilité très forte de la température. Alors ça se passe dans le bassin méditerranéen, donc c'est plutôt révélateur de ce qui se passait dans le sud de la France. Et vous voyez comme on retrouve des fluctuations, notamment au XVIIIe siècle, hein, où on voit qu'il y a eu des variations à la hausse ou à la baisse qui étaient assez considérables. C'était bien avant l'influence humaine. Et puis on voit bien aussi à la fin, hein, vous voyez la courbe tout à fait à droite, le réchauffement aujourd'hui qui est indéniable. Hein. Là, il n'est pas question de discuter de ça, en tout cas sur ce que l'on peut voir ou ce qu'on a pu entendre dans d'autres contrées. Donc voilà, hein, le réchauffement est bien là, je le redis. Aussi démonter un petit peu ce que l'on voit aujourd'hui. On a tous des smartphones, des sources d'informations autour de la météorologie et on voit des prévisions à 15 jours, 3 semaines. Oubliez. Hein, là, je vais être un peu catégorique, mais je peux vous dire que moi, ça fait un peu plus de 30 ans maintenant que je fais ce métier-là. Tous les jours, je regarde l'évolution des prévisions. J'ai même accès à des recherches ou à de la recherche expérimentale dans le domaine de la prévision. Et passer 6-7 jours, oubliez hein, tout ce que vous pouvez lire sur les smartphones, toutes ces promesses que l'on vous fait. Ça correspond à une demande, à une attente. Hein. On aimerait bien déjà, là, ça y est, j'ai eu les premières questions sur Noël. Alors, est-ce qu'il y aura de la neige à Noël? Non. Hein, venez pas me demander la question à la fin, je n'en sais rien. Ok, voilà, c'est clair. Je peux vous dire peut-être le temps la semaine prochaine, et encore, je vais le faire avec beaucoup de prudence. Donc, oubliez toutes ces promesses que l'on peut voir à droite, à gauche, hein, notamment sur les smartphones, parce que maintenant, je peux vous dire que un jour sur deux, on vient me voir en disant regarde, Louis, dans 3 semaines, pour le mariage, là, pour ma sortie, il fera tel temps. Non. Oubliez, ce n'est pas la peine, ça n'a pas de fiabilité. Pour continuer sur les prévisions à très court terme, là aussi, hein, aujourd'hui, je vois que des sites commencent à faire des promesses en disant voilà, heure par heure, voilà le type de temps qu'il va faire. Ça aussi, oubliez. Hein. Moi, je connais bien Météo France, mais c'est vrai de tous les grands centres de recherche dans le monde. Je cherche aujourd'hui à travailler sur des prévisions à court terme et à petite distance. Pourquoi? Parce qu'on l'a encore vu sur l'épisode qui malheureusement a frappé Carcassonne et la région. Il y a eu des conséquences dramatiques. Si on était capable de prévoir la localisation précise des plus fortes intempéries,
on pourrait peut-être progresser dans la prévention. On a été capable de le faire. Moi, j'avais fait un plateau sur le 20h la veille en disant il va se passer quelque chose, mais malheureusement, j'étais incapable de dire si c'était à Perpignan, à Carcassonne ou à Béziers. Je savais que ça se passerait dans la région, mais je ne pouvais pas dire où. Donc, on travaille aujourd'hui pour améliorer cette prévision. Je dis on, je ne suis plus à Météo France, mais en tout cas, les grands services dans le monde travaillent là-dessus pour peut-être un jour proposer des prévisions plus fiables à des échelles plus courtes, peut-être d'ici 4-5 ans, mais on n'y est pas encore. Même chose pour les prévisions saisonnières. Aujourd'hui, on retrouve ces prévisions. L'hiver sera chaud, l'hiver sera froid. Ça appartient encore à la recherche. Il n'y a pas encore de fiabilité. On espère bien dans quelques années pouvoir proposer comme ça des grandes tendances. Alors bon, ça ne résoudra pas tous les problèmes. Ça ne pourra pas vous dire si pour votre semaine de vacances, vous aurez de la neige, du beau temps ou pas. Mais ça donnera quand même quelques grandes tendances. Là encore, on n'y est pas. Puis il y a d'autres phénomènes que vous avez peut-être vu passer, comme les phénomènes El Niño, El Niña, qui sont des phénomènes particuliers. Où El Niño, je vous rappelle, c'est une différence de la température de l'eau au large du Pacifique, au large de l'Amérique du Sud, où d'habitude on a des eaux froides, au large du Pérou, plutôt d'ailleurs favorable pour la pêche, pour les Péruviens. Et puis de temps en temps, à la place des eaux froides, on a des eaux chaudes qui viennent s'installer. Et évidemment, ça a une influence sur le climat local. Et on pense aujourd'hui que ça pourrait même avoir une influence sur le climat plus général de la planète. Sauf que des échantillons d'El Niño, on en a une dizaine maintenant clairement recensés. Donc conclure définitivement après avec un échantillon aussi petit, c'est toujours très compliqué. Donc là encore, toutes les études que l'on peut voir, dont la presse s'empare, caricature malheureusement de temps en temps, restez prudent sur ces retours, parce que ça, là encore, on n'a que peu de recul sur ces résultats. La variabilité naturelle du climat, je vous en ai parlé, je vous l'ai montré avec la courbe avant, c'est quelque chose qu'il ne faut pas non plus perdre de vue, parce que très souvent maintenant, dès qu'il se passe un épisode chaud, froid, on pense que ça y est, c'est là aussi un dérèglement total. Non, ça a toujours existé. En revanche, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que la température moyenne, de mois en mois, on le voit, la température, elle est plus élevée que les 30 dernières années. Donc ça, ce réchauffement est indéniable. Alors en France, il est compliqué à voir, si ce n'est sur la partie enneigement. Pour ceux qui vont à la montagne, on voit bien que cet enneigement, il est plus haut, il dure parfois un peu moins longtemps. Alors c'est pas vrai d'une année sur l'autre. L'hiver dernier, la neige a été particulièrement abondante, mais quand on fait la moyenne d'année en année, on se rend bien compte que là, il y a déjà un véritable effet du réchauffement climatique. Et puis la mise en équation de l'atmosphère, je vais finir là-dessus parce que moi, c'est un de mes sujets aujourd'hui. Et puis j'ai de la chance parce que les mathématiciens en France sont parmi les meilleurs dans le monde. On a vu qu'ils reçoivent régulièrement ils sont honorés par leur père. Et est-ce que réellement on pourra un jour mettre totalement l'atmosphère en équation? C'est par définition du chaos, l'atmosphère. Là, au moment où je parle, entre le haut et le bas de cet amphithéâtre, la différence de température peut être conséquente. Il peut y avoir peut-être 1 ou 2 degrés d'écart, même chose en termes d'humidité. Et c'est ce chaos, c'est cette irrégularité qu'il faut intégrer dans les équations, dans les machines qui vous permettent de faire des prévisions. Et bien, est-ce qu'à un moment, on pourra réellement mettre ce chaos en équation, ou est-ce qu'il résistera à toute notre évolution en matière de technologie et de savoir? C'est une question. Peut-être qu'on arrivera à une certaine limite et qu'à un moment, cette atmosphère nous résistera malgré, je vous montre quelques exemples des outils qu'on utilise aujourd'hui pour vous donner la démesure des calculateurs. C'est celui qui est utilisé par Météo France. Vous voyez, 1 million de milliards d'opérations à la seconde. Bon, cherchez même pas, ça dépasse l'entendement. Et ça, une des conséquences d'ailleurs des effets des derniers épisodes méditerranéens, c'est que le gouvernement a signé les moyens de développer, ou en tout cas de faire l'appel d'offres pour un ordinateur encore plus puissant pour Météo France, et c'est installé à Toulouse. Donc ça permettra peut-être d'améliorer encore les prévisions, tout comme le réseau de satellites qui tourne au-dessus de nos têtes et qui là aussi s'améliore d'année en année. Moi, quand j'ai commencé, on avait une image toutes les heures et encore, elle n'était pas de très grande définition. Aujourd'hui, on a une image quasiment toutes les minutes et bientôt, on espère avoir un film en continu. Donc là aussi, on peut espérer des résultats sur la qualité des prévisions. Voilà le satellite qu'on utilise, qu'on vous montre, qui nous permet de vous montrer ces images tous les jours. Il est installé sur le golfe de Guinée. Là aussi, pour parfois couper court à quelques préjugés ou parfois une mémoire assez courte, parce qu'on n'arrêtait pas de me répéter ça. Je me suis dit, je vais faire une vraie étude, on va regarder combien il y a de Noël blanc depuis 1950. Vous avez là la fréquence, dans quelques grandes villes, du climat continental dans
dans le nord-est jusqu'aux villes où évidemment on s'attend à ce qu'il y ait un peu moins de neige à Noël. Bah, regardez comme contrairement, là aussi, ce qu'on me dit très fréquemment, mais avant il y avait de la neige à Noël, il y avait de la neige pour les vacances de Noël. Bah, regardez, hein, on relève dans les endroits où statistiquement il y a plus de neige, pas plus de 15 Noëls depuis 1970, ça veut dire en gros 70 ans. Ça veut dire un Noël sur 5 à peu près, où on a eu de la neige. Donc là encore, on a la mémoire courte, où on retient ce que l'on a envie de retenir. Donc là encore, l'évolution n'est pas si flagrante que ça. Et puis vous voyez qu'ailleurs, ça reste quand même très anecdotique sur toute une période, y compris avant le réchauffement climatique. Donc là encore, pour essayer de remettre un peu les choses en perspective. Continuer avec quelques notions qui me paraissent importantes aujourd'hui, notamment je parle des évolutions des exigences. Aujourd'hui, attention à garder un contact sain, réel et je dirais de bon sens avec la météorologie. Il faut l'accepter telle qu'elle est. Hein. La planète encore aujourd'hui, c'est elle qui commande, elle nous accepte. On vit sur cette planète, mais attention à ne pas croire qu'on va pouvoir la mettre à notre botte, ou en tout cas qu'elle va pouvoir vivre à notre rythme, et que bientôt on va pouvoir faire ce que l'on veut, mettre la neige comme on veut quand on part au ski, mettre le beau temps l'été, notre semaine de vacances. Non, hein, ça on oublie. Il faut retrouver du bon sens et accepter les variations climatiques, accepter que parfois, malheureusement, on va partir en vacances. Quand je dis malheureusement, parce que la plupart pensent que c'est une mauvaise nouvelle avec un peu plus de pluie, avec un peu moins d'ensoleillement, et l'année d'après, ça sera un peu l'inverse. Mais il faut accepter ça. Et quand je dis l'accepter, c'est dans le vrai sens du terme. Hein. C'est-à-dire que venir passer une semaine, je ne vais pas prendre l'exemple de la Bretagne, parce que c'est la meilleure, mais aller passer une semaine dans le Midi, tiens, c'était le cas d'ailleurs ces dernières semaines du côté de la Côte d'Azur ou dans les Alpes-Maritimes, eh bien oui, même en plein été, on peut tomber sur une semaine où il va y avoir de la pluie. Dites-vous bien que pour la région, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis vous verrez comme ça des paysages un peu différemment et plutôt en prendre parti et se dire que voilà, ça fait partie de la vie et qu'on adaptera ses activités, mais pas l'inverse. Hein, et pas se dire qu'on va pouvoir mettre la nature un petit peu à notre rythme et à notre bonne volonté. Je dis ça parce que c'est à peine caricatural, mais je peux vous dire que j'ai une pression en disant oui, je pars ce week-end, mais je veux 3 jours comme ça, fais quelque chose. Voilà, bon. Mais je vous promets, c'est à peine caricatural ce que je dis là. Donc voilà, tout ça pour dire, gardons du bon sens et acceptons la météo telle qu'elle arrive, avec ses bons moments, profitons-en, profitons de l'instant. Mais attention à cette dérive également. Le principe de précaution, alors là je me permettrai d'être un peu catégorique. Hein. Vous savez qu'en France c'est devenu une loi, hein. C'est-à-dire que l'État doit mettre à l'abri tout citoyen de tout phénomène naturel ou extra-naturel. Ça c'est une énorme hérésie, parce que la nature sera toujours la plus forte. Hein. On pourra mettre toujours des digues, des jetées, des murs, il y aura toujours un moment où ça passera par-dessus, et il y aura malheureusement des conséquences importantes. Donc là, je vais dire, philosophiquement parlant ou même légalement parlant, il y a quelque chose de faux dans ce principe de précaution érigé en loi en France. Voilà, je me permets de le dire et d'attirer la réflexion, parce que ça a plein de conséquences. Hein, ça a plein de conséquences sur les alertes, sur les vigilances qu'on émet aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, dès qu'il y a un orage de prévu, hop, il y a une vigilance. Voilà, pour un orage. Moi, quand j'étais plus petit, un orage d'été, oui, on avait un comportement, on se protégeait, on s'arrêtait, on ne roulait pas forcément sous un orage parce qu'on savait qu'il allait y avoir de la grêle, du vent, que c'était dangereux. Aujourd'hui, on est obligé de prévenir, en disant non, sous un orage, vous arrêtez, vous faites attention. Non, aujourd'hui, on voit des comportements hallucinants. Donc, attention là aussi à ce que le citoyen lui-même se reprenne en responsabilité et qu'il n'attende pas tout, qu'on le mette à l'abri de tout. Hein, il y a un travail là de réflexion, et la météorologie peut être un peu un espèce, là encore, on va en parler, mais de marqueur, ou en tout cas d'indicateur de cette dérive qui peut être dangereuse, parce qu'on peut finir par crisper les choses. Hein. Finalement, si à un moment on n'adapte pas et on ne se prend pas en responsabilité, l'État peut dire alors quand il y a un orage, maintenant tout arrête, on bloque la circulation. J'exagère un peu, mais à peine. Hein. On pourra peut-être dans 10 ans dire comme les gens ne sont pas raisonnables, on arrive dans un orage et on bloque la circulation. Et on arrive à une situation totalement bloquée. Donc je trouve que c'est une réflexion importante. La médiatisation aussi, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui donne l'impression qu'il se passe toujours quelque chose de fort et que la planète est totalement déréglée. Non, ne vous inquiétez pas, hein, des moussons il y en a toujours eu, des cyclones il y en a toujours eu.
Pour reprendre ce que disait Jean-Louis Etienne, je vais être un peu provocateur, mais si aujourd'hui il n'y avait pas de cyclone, on n'aurait pas cette régulation dont il parlait entre l'équateur où il y a un apport d'énergie qui, s'il n'était pas régulé par cet équilibre avec les airs plus froids, serait devenu irrespirable. Donc heureusement qu'on a cette circulation qui nous permet d'équilibrer les excédents d'énergie apportés au niveau de l'équateur par le soleil, des déficits apportés au niveau des pôles. Et un des moyens d'évacuer cet excédent de chaleur, ce sont les cyclones. Donc vous voyez que voilà, ils sont nécessaires, on en a besoin. Donc certes, ils font des dégâts, certes, ils nous inquiètent, certes, pour nous, ce n'est pas une bonne nouvelle, mais pour l'équilibre général de la planète, ça l'est. Donc voilà, tout ça pour dire que, attention, là aussi, à ne pas tout mélanger. La médiation fait que, on l'est tous, moi j'ai des alertes, je peux être prévenu immédiatement d'une inondation qui va se produire en Indonésie, d'un cyclone, d'une mousson ou d'une sécheresse qui sévit du côté de l'Australie. Vous l'avez vu avec les quelques exemples que je vous ai donnés, ça a toujours existé. Et puis la démographie, alors ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment aujourd'hui, mais évidemment ça rejoint notre réflexion autour du tourisme. Vous avez là l'évolution de l'espèce humaine sur la planète depuis quelques millénaires, et on voit bien que j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais ça s'accélère. Et regardez les enjeux qui nous attendent, ça c'est quelque chose moi que je suis de très près, ça me paraît être un lien indéniable avec l'évolution à la fois liée au réchauffement, mais également de cette mondialisation vers laquelle on doit aller aujourd'hui avec intelligence. Regardez, un des enjeux, on va attendre peut-être entre 2 milliards et 2 milliards et demi de compatriotes, si je puis dire. Je vais me permettre cette expression, en 30 ans, c'est une génération. C'est 30% de plus que ce que l'on est aujourd'hui. C'est 200 000 personnes de plus qui arrivent sur Terre tous les jours. 200 000. Je parle bien du positif, entre ceux qui disparaissent et ceux qui naissent. On est 200 000. C'est 90 millions par an. C'est la population allemande qui arrive tous les ans sur Terre. Vous voyez les enjeux qui nous attendent. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Évidemment, conséquences touristiques qui peuvent être là aussi importantes. Ça, c'est la climatologie du monde, pour rappeler un peu de solidarité aussi. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais comme par hasard, on voit bien que c'est aux latitudes tempérées que les pays dits les plus développés ont pu s'épanouir. Oui, quand vous développez sur des générations multipliées par des millions de personnes, avec une température qui l'hiver est entre 5 et 10 degrés, la journée entre 20 et 25, c'est facile, on est productif. C'est le moment où le corps humain, c'est les températures où le corps humain est vraiment à pleine puissance, si je puis dire. Et on l'a tous, ou en tout cas beaucoup vécu en vacances notamment, quand on est dans des zones tropicales où il fait 30 degrés avec 90% d'humidité, et bien à la fin de la journée, on est content quand on est en vacances, mais si vous deviez travailler avec les mêmes rendements qu'en France, vous n'y arriverez pas. Donc ça, si vous le multipliez par des siècles et là aussi par des générations, eh bien ça nous donne des déséquilibres et la météo en est en grande partie responsable. Donc si demain on veut être un peu plus solidaire et si on veut rétablir quelques équilibres avec ces pays qui évidemment n'ont pas les mêmes chances, eh bien là aussi il y a du travail et il y a de l'action. Moi, je reviens à un pays extraordinaire, qui est la France. Extraordinaire, je ne le dis pas comme ça, c'est que quand vous êtes un peu géographe, quand vous vous intéressez à la météorologie, vous ne trouverez pas un pays dans le monde qui offre cette diversité 1000 km sur 1000 km. Et alors bon, je ne vais plus dire qu'on est le pays le plus visité au monde, parce qu'il y a peut-être interrogation, mais en tout cas, si on est un des pays les plus visités, c'est bien par cette diversité. Et si on a cette culture, si on a cette gastronomie, c'est bien parce qu'on a les territoires pour cultiver toutes sortes. Il y a l'influence océanique, méditerranéenne, continentale, il y a un climat de montagne, et tout cela cohabite avec différentes interactions. Il y a un seul pays qui offre la même diversité, ce sont les États-Unis, mais sur un territoire qui est 18 fois plus grand. Mais voilà, là aussi, c'est une chance qu'il ne faut pas sous-estimer et dont il faut savoir profiter, ou en tout cas partager, parce que peu de pays ont cette chance-là. Et puis finir là aussi sur, enfin pas finir, mais en tout cas continuer sur une notion importante sur l'influence du réchauffement climatique aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on interviewe régulièrement les scientifiques du GIEC en leur disant alors aujourd'hui ce cyclone, j'avais préparé ça suite à Irma l'an dernier qui avait fait des dégâts considérables à Saint-Martin et les scientifiques avaient dit on n'en est pas sûr. Regardez, pourquoi ils n'en étaient pas sûrs? Parce que vous avez là la variation de la fréquence des cyclones et de leur intensité sur l'Atlantique Nord depuis le milieu du 19e siècle. Et on voit que ça fluctue. Et on voit même, si on regarde à la fin, qu'on était plutôt dans une phase d'atténuation, malgré le réchauffement des océans, malgré le réchauffement climatique. Donc le lien, il n'est pas immédiat à faire. Alors on va voir si dans les prochaines années, ça se confirme. Est-ce que des Irma vont revenir plus fréquemment et autres? Mais pour l'instant, les faits, en tout cas, ne permettent pas de le dire. La recherche,
suite. Hein, si vous écoutez les conclusions du GIEC, il est clair qu'on va peut-être pas vers plus de phénomènes, mais a priori des phénomènes plus violents. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore acté. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se comporter différemment. Mais je veux remettre les choses en perspective et les remettre en place avant justement ces projections sur une base qui soit réelle. Et puis rappeler, bon, Jean-Louis Etienne, enfin mes prédécesseurs l'ont fait un peu, montrer un peu la précarité de cette vie qui nous accompagne depuis quelques millénaires maintenant. Hein. On vit sur une petite croûte terrestre là au moment où on parle, hein, et puis vous voyez que plus on va vers l'intérieur, plus on arrive dans des zones de température et de pression tellement importantes qu'on ne sait pas d'ailleurs de quoi est fait le noyau de la Terre. Aujourd'hui, on n'en est encore qu'aux hypothèses. Alors évidemment, on envoie des ondes, on envoie tous les effets que l'on a avec nos nouveaux moyens techniques, mais à chaque fois, on découvre des choses nouvelles. Et savoir comment les molécules, les atomes sont tellement compressés à l'intérieur, se transforment, et ce qu'ils donnent comme matière, on n'en sait rien. Hein, ça montre un peu aussi les limites de nos connaissances. Et puis toute la précarité de cette petite route sur laquelle on vit. Et sur laquelle, quand on regarde la position verticale, là aussi, hein, on vit sur une petite pellicule qui fait, qu'on appelle la troposphère. Hein, c'est à l'intérieur de cette zone qu'on retrouve tous les éléments vivants, c'est là on retrouve tous les éléments météorologiques, et c'est cette petite pellicule qu'il nous faut préserver aujourd'hui si on veut continuer à vivre de manière à peu près harmonieuse. Donc voilà, rappeler un petit peu la fragilité de ce monde. Et moi, c'est ce que je répondrai à Trump, hein, qui éventuellement ne croit pas au réchauffement, ou en tout cas à ses conséquences, et bien que de toute façon, c'est juste un bon marqueur peut-être des changements qu'on a effectués. Si je reprends la chronologie de ce que la météorologie a pu nous apporter, vous voyez, en 1852, Napoléon III a été le premier à se faire peindre sur les ponts de Lyon parce qu'il pensait que c'était un bon moyen de montrer qu'il était solidaire de ses concitoyens. Il y avait déjà des crues monstrueuses et dramatiques du Rhône et notamment de la Garonne à cette époque-là, et donc il avait été se faire peindre. C'est le premier qui a eu cette interaction à travers l'atmosphère, à travers le climat, à travers la météorologie avec ses concitoyens. Et puis l'appel de l'abbé Pierre, où à un moment où la France se redéveloppe, c'est le plein emploi. On en rêverait aujourd'hui, on est dans l'après-guerre, la France est probablement la 4e ou 5e puissance mondiale, et puis il y a l'abbé Pierre qui vient frapper une radio que je connais bien et qui vient dire « dites donc là, il y a encore des Français qui meurent de froid ». On a tellement été vexés qu'il a dû réquisitionner des hôtels. Il y a eu des dons, ça n'a pas arrêté. Et c'est de cette époque, date cette loi, où on ne peut pas exclure les gens pendant la période hivernale. Vous voyez que la météorologie nous remet dans le droit chemin. Et puis il y a 2003, où la canicule, moi je me souviens, je présentais la météo cet été-là, et j'étais tout content d'annoncer des cartouches jaunes. Il va faire beau, il va faire chaud, il va faire très chaud. On va pouvoir en profiter, on est tous en vacances. J'avais juste oublié, comme beaucoup, que cette canicule pouvait frapper cruellement les personnes les plus fragiles, nous rappelant qu'on les avait laissés dans des mouroirs. Avant, l'ancien, il restait, ou les anciens restaient à la maison. Là, on va les parquer, et on a vu les conséquences dramatiques que ça a eu. Avec aujourd'hui, là aussi, la société a un peu réagi. On a installé des climatiseurs, on fait attention, on organise des tournées pour, lorsqu'on a des périodes de canicule, surveiller les personnes les plus fragiles. Et la météo nous rappelle ça, et je crois qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique fait exactement la même chose à l'échelle de la planète, en disant l'espèce humaine, là, c'est vous qui dominez un peu, c'est un peu vous qui avez la responsabilité de cette planète vis-à-vis des autres espèces. Il faudrait peut-être changer un peu vos comportements. Et le réchauffement est probablement un signal fort, en tout cas, de cette adaptation et des changements que l'on doit effectuer, ou en tout cas de ce virage que l'on doit prendre vers un respect plus grand de la planète. Ça ne veut pas dire pas se développer, après les solutions politiques on peut en discuter, mais en tout cas des changements de comportement, et prendre conscience que de toute façon on ne peut pas continuer dans beaucoup de domaines avec le même développement et la même trace forte que l'on peut laisser parfois sur la planète. Quand je dis planète, c'est au sens large, que ce soit sur Terre ou sur mer. Voilà, présentation rapide que je vais vous faire de la météorologie et des implications et des réflexions qu'elle pouvait apporter en matière de démographie ou même de tourisme, évidemment, puisque le climat en général est très en harmonie avec le développement touristique.